Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Barbara. Elle a 22 ans, elle est étudiante aux États-Unis et elle habite plus précisément dans l'état du Nebraska. Et un fait très important, elle nous explique que quand ça va pas dans sa vie, qu'elle est un peu triste, qu'elle est en colère, etc., elle aime bien prendre la voiture, partir assez loin, faire 2, 3, 4 heures, 5 heures même de route vers l'inconnu et juste se vider la tête en écoutant de la musique dans sa voiture. Et voilà, elle fait ça quand elle va pas bien et elle nous explique que c'est un kiff pour elle. Étant donné qu'elle habite au Nebraska, elle aime bien prendre des petites routes de campagne, des petites autoroutes où il n'y a pas forcément beaucoup de trafic. Et en principe, elle prend une petite route jusqu'à les petites villes, en gros les petites agglomérations de là-bas. Et ensuite, elle prend vraiment une grande autoroute et là, elle rejoint les grandes villes. Et voilà. Vous allez voir, c'est un détail assez important pour le reste de la vidéo. Ça fait 6 ans qu'elle a son permis, donc ça fait vraiment longtemps qu'elle fait ça. Et elle n'a jamais eu de rencontres bizarres, elle n'a jamais eu de soucis, pas d'accident. Donc voilà, pourquoi ça changerait finalement? Eh bien, vous allez voir que si ça n'avait pas changé, je ne vous aurais pas fait cette vidéo. Personnellement, je ne voudrais pas être à sa place. Donc Barbara, elle fait ses voyages quand elle est stressée, quand elle est triste. Et c'est surtout aussi pour oublier de temps en temps la vie qu'elle mène. Parce qu'elle nous raconte que ses parents sont alcooliques et que parfois ça lui arrive de s'embrouiller avec son copain. C'est assez rare, mais quand ça arrive, elle aime bien se vider la tête. Donc vient ce fameux soir de décembre où elle s'est embrouillée ce soir-là avec son copain et ses parents. Donc ça faisait vraiment trop pour elle, elle avait vraiment besoin de se vider la tête. Donc elle décide de monter dans sa voiture et de partir vers l'inconnu. Cette nuit-là, elle roule dans leur propre ville pendant 30 minutes en se disant que ça va passer. Mais une fois les 30 minutes écoulées, elle se dit je suis encore stressée, je suis encore énervée. Enfin, j'ai pas encore la tête vraiment vide, je peux pas rentrer à la maison comme si de rien n'était. Je vais encore me balader un petit coup et là je vais prendre des petites routes et je vais m'éloigner un petit peu de la ville et comme ça va passer. Mais vous allez voir que c'était peut-être une erreur d'avoir fait ça. Elle aurait peut-être dû finalement rentrer directement après les 30 minutes. Quelques minutes après avoir quitté la ville, Rebecca arrive sur des petites routes de campagne. À ce moment-là, elle baisse sa vitesse parce qu'elle n'a pas envie de percuter un animal qui traverse tout d'un coup ou d'avoir d'accident tout simplement. Donc voilà, elle baisse sa vitesse et elle continue de rouler. Elle nous dit que c'était un peu effrayant parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas un bruit, elle est vraiment au milieu d'une route avec sur les côtés une forêt et un champ. En pleine nuit, c'est pas le truc le plus rassurant du monde. En gros, tout ce qu'il fallait pour un film d'horreur était regroupé à cet endroit-là. Une forêt, une route abandonnée, pas de voiture, pas de maison, un champ, enfin il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour un film d'horreur qui était là. Elle nous raconte même qu'elle était prête à voir un fantôme sortir de la forêt tellement ça paraissait hyper glauque. Il se fait tard, il est presque 2 h du matin, Barbara se dit je vais rouler jusqu'au prochain rond-point. Je vais retourner en direction de la ville et rentrer chez moi, et tout simplement pour dormir. Ce rond-point il est à 15-20 minutes, donc il reste pas longtemps avant qu'elle puisse retourner chez elle. À un moment donné, elle arrive dans un virage et elle voit un véhicule après le virage qui est presque au milieu de la route avec les feux qui clignotent. Et là, Barbara, elle imagine que la voiture n'a pas forcément eu le temps de se parquer, qu'elle est peut-être tombée à court d'essence, qu'elle a eu peut-être un malaise, enfin c'est assez bizarre comme situation parce que la personne n'était pas rangée sur le côté de la route mais elle était vraiment au milieu. Ouais, c'est vraiment comme si la voiture avait pas réussi à faire ce qu'elle voulait et on ne sait pas la raison. Par contre, un détail flippant, c'est que la portière du conducteur est ouverte et qu'il y a du sang contre. Heureusement que Barbara conduisait assez lentement sur cette route parce qu'après un virage, si vous allez trop vite, je vous explique pas ce qui se passe, mais ça peut très mal tourner. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à côté de la voiture avec les phares qui clignotent et c'est là, à ce moment-là, qu'elle a vu le sang contre la portière. Donc à ce moment-là, elle est toute paniquée, elle se dit la personne a eu un accident, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle a été enlevée, enfin, je sais pas, il y a du sang, c'est super bizarre, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Et un détail, vous imaginez bien, ça doit arriver dans ces moments-là, son téléphone ne reçoit pas de réseau. En gros, elle est dans un endroit tellement perdu qu'il n'y a aucun réseau disponible. De temps en temps, il y a une barre, mais à ce moment-là, il n'y en a pas du tout. Et voilà, étonnamment, dans ce genre d'histoire, ça arrive. Barbara nous dit à ce moment-là qu'il n'y a pas forcément besoin d'être inspecteur gadget pour savoir qu'il y a tellement d'éléments bizarres, genre le sang, une voiture abandonnée, la nuit, le téléphone qui capte pas le réseau, pour savoir qu'il y a peut-être un danger par là autour et qu'il faudrait peut-être s'en aller. Mais sauf que le côté vraiment responsable de Barbara prend le dessus et il lui dit tu peux pas t'en aller sachant qu'il y a du sang, peut-être qu'une personne est en train de mourir, peut-être qu'elle est super blessée à côté, peut-être qu'elle est en train de se vider de son sang, tu peux pas partir comme si de rien n'était, tu es obligé de l'aider et peut-être de lui sauver la vie. Surtout, on est au mois de décembre, il fait super nuit, il fait super froid, il nous dit que les températures elles sont en dessous de zéro. Si j'aide pas cette personne, la personne va soit mourir de ses blessures, soit se vider de son sang, ou soit mourir d'hypothermie. Donc, dans tous les cas, ça risque de très mal finir pour elle, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc comme je vous ai dit, elle se met à côté de la voiture et elle baisse la fenêtre du passager et elle crie « Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Pas de réponse, elle se dit « C'est un peu bizarre, peut-être la personne est partie, peut-être qu'elle a abandonné sa voiture. »
c'est bizarre. Donc là, elle retente sa chance, elle se dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, répondez-moi. » Il y a un silence qui s'installe pendant un petit moment, mais tout d'un coup, elle entend une voix très grave qui dit « Ouais. » Donc là, elle est presque soulagée, entre guillemets, elle se dit « Il y a quelqu'un. » Sauf qu'à ce moment-là, elle remarque 3 détails qui sont fondamentaux. Le premier, c'est qu'elle a la vue sur l'avant de la voiture qui est arrêtée et il n'y a aucun impact. Pas de dégâts, pas de traces de peinture, rien. Donc ça prouve qu'il n'y a pas eu d'accident, ni une personne qui a été shootée, ni un animal qui a été blessé. Voilà, il n'y a pas de traces. Deuxièmement, elle voit une personne qui arrive depuis derrière la voiture qui est arrêtée et qui s'approche rapidement de la sienne. Et troisièmement, elle voit que la personne a un masque sur le visage et vu qu'on est en période de pandémie, c'est pas un masque pour le Covid, c'est un masque un peu comme dans les films Purge. Donc c'est en tout cas pas un masque pour le virus, un masque de ski, un masque de plongée, rien. C'est vraiment un masque qui fait super flipper et qu'on n'a pas l'habitude de voir sur quelqu'un dans la rue. Et un dernier détail, et ça je pense c'est le pire, c'est que la personne tient quelque chose dans la main, elle n'a pas réussi à très bien l'identifier, mais elle soupçonne très fortement que c'est un pied de biche et ça peut faire de gros dégâts sur une personne. Donc à ce moment-là, elle nous dit qu'elle n'a pas besoin forcément de nous raconter qu'elle a appuyé sur les gaz d'une manière absolument folle. Elle a démarré au quart de tour et elle s'est cassée de là le plus rapidement possible. Heureusement, elle remarque que la personne n'est pas montée dans la voiture pour la suivre. Donc elle remarque en partant, une fois qu'elle est à des dizaines de mètres de là, que dans son rétroviseur, elle voit une deuxième personne qui est sortie de la forêt et toujours avec un masque. Donc ça veut dire que vers la voiture abandonnée et ensanglantée, se trouve justement une personne avec un masque, accompagnée d'une autre également avec un masque. Ils ont tous les deux une sorte d'arme dans les mains. Et un détail aussi que j'ai oublié de vous dire, lorsqu'elle a vu justement que la personne avait un masque, la première fois, elle a remarqué qu'il n'avait pas de sang sur ses habits. Donc il n'a pas été accidenté, il n'est pas blessé. Ça peut que présager quelque chose de mauvais. En gros, c'est comme si c'était un piège pour l'attirer soit vers la voiture, soit hors de sa voiture pour lui faire du mal. Quand elle est partie justement de l'endroit, elle avait encore la fenêtre ouverte, pas de musique parce qu'elle l'a coupée juste avant, donc il n'y avait pas un bruit à part le bruit de sa voiture. Elle a entendu justement quelqu'un parler derrière elle, lui hurler dessus, l'insulter, en mode « pourquoi t'es partie ?» Mais elle savait juste une chose, c'était d'aller le plus vite possible, le plus loin de possible. À ce moment-là, elle a probablement enfreint toutes les règles en matière de circulation routière, en matière de vitesse. Elle a foncé le plus vite possible, mais en même temps, qui n'aurait pas fait la même chose? Moi le premier, je sais que vous auriez fait pareil. Elle a vraiment foncé le plus vite possible et elle a bien fait. Elle rejoint rapidement la ville, en quelques minutes du coup, et elle va se garer dans un parking et là elle voit 2 ouvriers qui étaient en train de fermer une espèce de boutique et elle se dit voilà, je suis enfin en sécurité, il y a ces 2 personnes qui sont à côté de moi, je suis dans un parking, les personnes ne m'ont pas suivi, voilà, je suis en sécurité, il ne peut plus rien m'arriver. Une fois dans le parking, elle appelle son petit ami pour lui expliquer ce qui s'est passé. Elle éclate en sanglots, elle pleure tout ce qu'elle peut, elle crie au téléphone, vraiment elle est toute paniquée. Et après avoir appelé son copain, elle appelle la police parce que justement il y a un de ses amis qui travaille dans le département de police. Elle lui explique qu'elle a vu 2 personnes au bord de la route avec une voiture tachée de sang et qu'elle soupçonne très fortement que ce soit un piège. Mais malheureusement, son ami lui dit, vu que c'est pas le périmètre dans lequel il peut intervenir, il ne peut malheureusement rien faire. Barbara nous explique qu'elle rentre sans problème chez elle et qu'elle passe la nuit blottie à son copain, qu'elle fait que pleurer, tellement ça l'a traumatisée. Elle nous dit que chaque bruit dans la maison pendant la nuit la fait sursauter et ça la réveille parce qu'elle a l'impression que c'est des personnes qui l'ont suivie pour venir lui faire du mal. Elle a porté plainte justement contre X à ce moment-là. Elle nous explique que ça fait plusieurs années que ça s'est passé et qu'elle n'a jamais eu de nouvelles, ils n'ont jamais retrouvé ces hommes. Mais comme dans les autres histoires, à ce moment-là, il y a énormément de questions qui lui trottent dans la tête, dans la mienne aussi. C'était quoi tout ce sang sur la portière? Est-ce que c'était un piège? Qui étaient ces 2 hommes? Quel était le but du piège entre guillemets? Est-ce que c'était de faire du mal, de la kidnapper, de la tuer, de la voler? Enfin, on ne sait pas et on ne saura probablement jamais. En tout cas, elle nous raconte que depuis ce moment-là, elle n'a plus jamais refait de trajet de nuit pour se vider la tête. En principe, elle va dans sa chambre, elle écoute de la musique et elle s'endort. Ça suffit largement, elle est beaucoup moins en danger que sur la route tout seul pendant la nuit. Donc, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est une fois, non seulement vous avez le permis, que vous voulez vous vider l'esprit et que l'élan de prendre la voiture pour vous barrer le plus loin possible et vous vider l'esprit vous vient, peut-être aller dans votre chambre, mettez un casque, écoutez la musique et ça ira très bien.
L'histoire s'est produite il y a 20 ans au moment où Gustave la raconte et ça reste l'un des événements qui l'a le plus traumatisé de sa vie. On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave avec sa tante et toute sa famille éloignée qu'ils voient pas souvent. Et c'est la première fois que Samia les rencontre et vous savez quoi? Ça se passe super bien. Ils parlent, ils jouent au poker, ils sauvent des cadeaux, ils boivent des coups. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Ils précisent d'ailleurs qu'au moment où ils partent de la soirée, Samia a bu, pas mal, contrairement à Gustave et que donc c'est Gustave qui va conduire. Et ce détail a son importance. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses et bien évidemment, elle n'est pas éclairée. Donc si Gustave éteint ses phares, il fait nuit noire. Mais vous en faites pas, Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois donc il la connaît très bien, y a rien à craindre. Mais soudainement, quelque chose traverse la route. Gustave enfonce la pédale de frein au maximum et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient à l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal et plus particulièrement un coyote, étant donné qu'il y en a énormément dans la région où il se trouve. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures, ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling et il sait pas pourquoi, mais il décide d'aller vérifier. Il fait donc demi-tour et il met les feux de route pour voir plein pot tout ce qui se trouve devant lui. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Et vous savez d'expérience avec toutes ces histoires que l'instinct est très important dans ces moments-là. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave il réalise qu'en fait, il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui, toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture, située à plusieurs mètres derrière lui. Et tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Gustave court jusqu'à sa voiture, il rentre dedans, et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège, et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Ce quelque chose est à peu près 10 mètres devant la voiture, à savoir très proche de l'endroit où Gustave était juste avant de revenir en courant dans celle-ci. Et ce quelque chose, c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu, recouvert de saleté et de boue, qui tient une hachette. Tout simplement. Gustave, comme Samia, est figé, il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde et sourit, avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Pendant le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot, ils sont complètement choqués, ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, protégés par des murs et une serrure, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et ben cette chose qui était en fait un mec à poil avec une machette est revenue sur la route par l'autre côté. Et donc Gustave l'a pas vu puisqu'il était derrière lui. Samia du coin de l'œil a vu du mouvement, elle a alors regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup elle a klaxonné et l'homme d'un coup s'est arrêté, Gustave est revenu à la voiture et puis du coup l'homme s'est rendu au milieu de la route pour la faire peur. Et vous connaissez la suite, Gustave et Samia appellent la police, ils les préviennent de ce qu'ils viennent de vivre, la police envoie une patrouille, ils cherchent dans la zone, ils fouillent et ils trouvent rien. En revanche la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Nous commençons donc le thread d'horreur avec une fille qui s'appelle Emma. Emma nous dit qu'au moment où elle écrit le thread d'horreur, ça fait déjà des années que ça s'est passé, mais qu'elle n'en a jamais parlé ni à ses parents ni à la police. Elle nous dit qu'elle était en 6e année lorsque l'incident s'est produit, et pour les Français, 6e année, c'est l'équivalent de la 5e. Vous me corrigerez si j'ai tort, de toute façon je ne lis pas vos commentaires. Après d'ailleurs merci à tous ceux qui ont envoyé des commentaires parce que je réponds vraiment aux commentaires, genre dès que je vois un commentaire j'y réponds tout de suite. Et c'est super, il y a toujours plein d'interactions, vous êtes super sympa. Instagram aussi, c'est vraiment de pire en pire avec moi. Au début je commençais les threads d'horreur, après ça j'attendais la fin pour vous parler, là c'est genre 5 secondes après la vidéo a commencé. Allez Instagram, je vous prends comme ça. Vraiment que j'arrête de bouffer du sucre en fait, c'est à cause de ça. Beaucoup trop d'énergie pour un thread d'horreur. Bon, vous vous calmez un petit peu puis on reprend. Notre amie Emma, elle nous dit qu'à ce moment-là, elle a un truc qu'elle adore faire, c'est courir. Elle nous dit que c'est une fille qui est très sportive et qu'elle court plus ou moins tous les jours. Malheureusement, elle est en été. Et en été, il fait vraiment très très chaud. Et comme il fait chaud, elle va souvent préférer courir durant la nuit. Je vais maintenant ouvrir une petite parenthèse pour vous parler un petit peu du quartier dans lequel elle vit. Elle nous dit que c'est un quartier qui est pas hyper urbain, mais qui est pas non plus perdu. C'est vraiment entre les deux, c'est très calme. Mais il y a une particularité dans son quartier, c'est que lorsque vous rentrez par un côté, vous ressortez par le même côté. Il n'y a pas de route de l'autre côté, c'est absolument pas clair. Notre amie Emma, elle commence à courir et elle remarque après plusieurs minutes qu'il y a un van blanc derrière qui la suit. Caravane blanche égale problème. Caravane blanche égale danger. Caravane blanche égale quelque chose dans tes fesses.
Comme je vous l'ai dit, notre amie Emma, elle s'en fait pas du tout et elle nous dit que ça arrive souvent qu'il y ait des voitures qui roulent doucement parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'enfants, donc elle continue son chemin. Petite précision et promis, c'est la dernière, je pense. Emma, elle adore courir avec de la musique, donc elle a des écouteurs et elle n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur. Emma nous dit donc qu'elle court et plus précisément, elle court vers l'extérieur de la ville. Et rappelez-vous, c'est une ville où l'on peut rentrer seulement à sens unique. Donc, si elle part de ce côté, elle doit aussi revenir du même côté. Et elle entend un crissement de pneus. Elle nous dit que même avec la musique qu'elle avait dans les oreilles, elle a été capable de l'entendre. C'est donc que la voiture roulait quand même à une certaine vitesse et elle a freiné très rapidement. Et lorsqu'elle se retourne pour regarder quelle voiture a fait ce bruit, elle remarque que c'est la caravane blanche. Emma commence petit à petit à avoir la sensation qu'elle se fait suivre. Mais c'est pas qu'une sensation ça. Je retraite dans chaque vidéo. Emma, pour être sûre qu'elle ne se fait pas suivre, elle va décider d'accélérer un peu et de bifurquer vers une autre rue. Malheureusement, la caravane blanche va en faire de même. Emma, elle court, mais elle se sent vraiment stressée, elle commence à avoir des frissons. Elle va alors se retourner un petit peu plus longtemps, va jeter un coup d'œil à la voiture et remarquer qu'il y a 3 personnes à l'intérieur. De là où elle est et avec la réflexion du soleil, pour elle, ce ne sont que 3 ombres, mais elle devine que ce sont 3 hommes. Le van va alors accélérer et se mettre plus ou moins à la distance où court Emma. Emma va alors faire quelque chose de très intelligent et elle nous précise même dans le thread que c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Emma, tout en courant et en faisant comme si elle avait rien remarqué, elle va discrètement prendre son iPod et elle va éteindre la musique. Elle fait ça tout en gardant ses écouteurs. C'est une petite technique qu'elle va utiliser afin de pouvoir entendre si les personnes disent quelque chose et peut-être avoir des informations sur le pourquoi est-ce qu'ils la suivent depuis avant. Et ce qu'elle va entendre ne va pas lui faire plaisir. Le van blanc ayant les fenêtres ouvertes, elle arrive à entendre qu'on va l'attraper lorsqu'on va faire demi-tour. À ce moment-là, tu tailles, tu sprints comme ça. Et est-ce que c'est ce qu'elle va faire ? Bien sûr que non. Emma, elle va faire comme si elle avait rien entendu. Mais vous allez me demander dans les commentaires, parce que je sais que vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'ils disent on va l'attraper quand on va faire demi-tour? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas juste l'attraper maintenant, hein? Et ben c'est parce que la rue sur laquelle Emma s'est engagée est un cul-de-sac. Et je sais pas si cul, c'est un mauvais mot à dire et que je vais me faire défoncer par le bot YouTube. Bref, Emma, elle est dans cette rue, cette impasse. Et elle décide donc de faire demi-tour parce qu'elle sait très bien que le van va devoir aller jusqu'au fond de l'impasse et faire demi-tour pour revenir. Elle nous dit que dès qu'elle fait demi-tour, elle sprint sa vie. Et c'est bien normal. Ah putain. Elle nous dit donc qu'elle sprint et qu'elle arrive à se cacher plus ou moins. Elle va alors voir le van blanc s'approcher, s'arrêter et 3 hommes vont en sortir. Emma laisse alors d'écouter attentivement et ce qu'elle va entendre va la terroriser. L'un des 3 hommes va dire aux 2 autres: on n'arrivera pas à l'attraper comme ça. On sait donc que définitivement ces hommes étaient là pour la kidnapper. Ce qui est absolument terrifiant, sachant que c'était un quartier qui était vraiment tranquille de ce qu'elle nous dit. Emma elle se rend compte alors que si elle reste là où elle est, elle va vraiment se faire choper. Elle va faire quelque chose de terrifiant que je n'aurais jamais osé faire. Elle va courir dans le jardin des autres personnes. Bah oui, parce qu'en fait, comme c'est aux États-Unis, là-bas les jardins sont tous ouverts. Donc elle peut traverser d'un jardin à l'autre. C'est complètement illégal, mais bon, c'est pour sauver sa vie en même temps. Elle va donc tracer à travers tous les jardins et arriver dans sa maison, s'enfermer, et elle ne va jamais parler de cette histoire à personne.